La photographie est une réponse immédiate à une interrogation perpétuelle, disait le photographe Henri Cartier-Bresson. Pour Christophe Boltanski, c'est exactement l'inverse, une source d'interrogation sans fond. Dans Les Vies de Jacob, son nouveau livre qui paraît aux éditions Stock, le journaliste et écrivain raconte comment la découverte d'un album contenant des centaines de photomatons d'un inconnu, un certain Jacob Chéry, l'a conduit à enquêter sur la vie, ou plutôt sur les vies, qu'avait pu mener cet homme. Qui était ce Jacob? Un voyageur infatigable? Un artiste contrarié? Un agent du Mossad? Et s'il avait été tout cela à la fois? Après La Cache et le Guetteur, Christophe Boltanski nous emmène à nouveau découvrir les secrets et les parts d'ombre d'un individu pris dans les remous de l'histoire du XXe siècle. Pour en parler, j'accueille l'auteur de ce livre bouleversant. Christophe Boltanski, bonjour. Bonjour. Il y a quelques années, une productrice de télévision vous appelle et vous propose un projet. Elle a trouvé au marché aux puces un carnet avec donc des centaines de photomatons d'un inconnu parfait qui date du début des années 70. Et elle vous dit, le type est ouf, tu ne trouves pas? Quand j'ai lu ça, c'était la lutte totale. C'est quelqu'un et tout le monde à la fois. Et elle vous demande d'aller enquêter à son sujet. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la vue de tous ces clichés? Ça a été en fait assez progressif. Je me suis retrouvé donc avec cet album qui était très intriguant, qui déjà dans son apparence, il était lourd, il avait cette pochette en simili-cuir verte, très poussiéreux, très vieux, il semblait très vieux. À l'intérieur de cet album, donc, il y avait toutes ces photos, ces photomatons de cet homme jeune, qui doit avoir alors 23, 25 ans, qui est tantôt avec une moustache, une barbe, le visage glabre, qui change de costume, de pose, et qui nous interpelle, je pense, qui nous regarde, nous, ceux qui sont... qui pourront consulter son album. Et en plus, il y avait au début et à la fin de l'album, ces étiquettes, des étiquettes d'avions qu'on distribuait aux voyageurs à l'époque, sur lesquelles il avait écrit tous les lieux où il avait séjourné entre 70 et 74. Donc il y avait son nom, et à chaque fois en dessous, au bon soin d'eux, et la plupart du temps, il vivait chez des gens, mais il y avait quand même 24 adresses, ce qui est énorme, à travers une bonne partie de l'Europe. Ouais. Donc à Rome, à Genève, à Bâle, à Paris, Marseille, etc. Et donc tout dans cet album posait question, interrogeait. Et a fortiori la dernière étiquette, qui elle était la plus intrigante, où il était écrit prière en cas d'accident de contacter le consulat d'Israël, 3 rue Rabelais, Paris. Alors on est en 73-74, c'est la période qui correspond peu ou prou à la guerre de Kippour. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez découvert cette étiquette? Tout dans la mesure où effectivement certaines photos en plus rappelaient la guerre, puisque sur une des photos il porte un uniforme qui est un uniforme de l'armée israélienne, sur une autre photo il porte une casquette de personnel navigant. Donc là, ça rappelle une autre guerre qui est qui a lieu aussi dans cette période, qui est celle des détournements d'avions. Hein. Par les groupuscules palestiniens. Par les groupuscules palestiniens. Les premiers détournements d'avions, c'est, je ne sais plus précisément, ça doit être 70, 72 à peu près. Et donc, effectivement, on peut se poser plein de questions sur cet homme, mais aussi l'objet lui-même pouvait être un objet à finalité artistique, puisque surtout à cette époque, beaucoup d'artistes comme Andy Warhol avec la Factory, Cindy Sherman pas tellement plus tard, Richard Avedon, enfin beaucoup de plasticiens ou de photographes avaient utilisé à cette époque le photomaton. Donc il y a cette question-là qui est effectivement le point de départ de
qui est plus une quête qu'une enquête. Ce travail rappelle aussi le travail de votre oncle sur les photos. Est-ce que vous avez fait le rapprochement? Tout de suite, évidemment. Mon oncle votre oncle avait exposé, Christian Boltanski, j'aurais précisé. Christian avait exposé donc les photos de la famille D Durand, comme si c'était sa propre famille. Et puis c'est beaucoup... tout son travail porte en grande partie sur l'identité. Et donc évidemment, oui, tout ça m'a extrêmement troublé, parce que il y a plein de choses après que j'ai découvert sur ce Jacob qui faisait écho à ma propre vie. Voilà. Alors vous dites dans le livre que en fait vous ne choisissez pas une histoire, elle s'impose à vous, que vous avez essayé de vous en débarrasser, mais en fait cette histoire a fini par vous hanter et que vous avez senti l'obligation de l'écrire. Comment est-ce que vous expliquez qu'elle vous ait hanté à ce point? D'abord parce que ce sont des visages et que voilà, il y a ce fameux texte, enfin ces fameux d'Emmanuel Lévinas sur le visage qui vous appelle, qui appelle presque au secours, à l'aide. Et d'autant que son visage était très troublant dans la mesure où il souriait. Il y avait ce sourire un peu figé, un peu marmoréen, mais sur pas mal de photos, et plus on avançait dans son album, ce sourire se déconstruisait et laissait apparaître une forme de trouble, de douleur, d'interrogation. Et donc, dans l'examen même de ce visage, il y avait vraiment quelque chose qui appelait, pas forcément à l'aide, mais qui voulait dire quelque chose. Et donc, quand quelqu'un veut vous dire quelque chose et qu'il n'arrive pas à vous le dire, quel qu'il soit, vous avez envie de savoir ce qu'il veut vraiment dire. Alors un jour, une des photos tombe de l'album et vous découvrez des inscriptions en hébreu que vous allez faire traduire. Et à partir de là, on va voir que Jacob Chiri ne se contente pas de parcourir les villes d'Europe. On se rend compte en fait qu'il est un pur produit de l'exil entre Djerba, Israël et la France. Son histoire, en fait, c'est celle d'un déracinement. Que dit ce déracinement de la vie et de la personnalité de Jacob Chiri? Est-ce qu'il y aurait eu une histoire sans ce déracinement, sans ces déracinements? Difficile d'y répondre, hein. Mais ce n'est que des déracinements, c'est-à-dire qu'il est d'abord arraché il est d'abord orphelin, son père meurt très brutalement, il est ensuite chassé de cette maison familiale à la suite d'un conflit de famille. Il décide ensuite seul de partir, de quitter Djerba et de partir seul en Israël. Et donc ce n'est qu'une suite d'exil. Il va ensuite quitter Israël pour des raisons assez mystérieuses pour venir en France. Et donc je pense que effectivement cet album c'est aussi de sa part une quête. Il est en recherche de quelque chose en lui, quelque chose pour essayer de se reconnecter à sa propre histoire, à son lignage. Il y a une photo très très émouvante qui est une photo où il est avec une autre photomaton, ou une petite photo en tout cas de son père. Donc il y a constamment dans cet album des mises en abîme qui plus j'avance, ne font que m'encourager à aller plus loin, puisque c'est lui-même voulait écrire son histoire avec cet objet, je pense. Vous êtes allé à Djerba, où Jacob est né et où la communauté juive a été très florissante. Qu'est-ce que vous avez appris sur cette communauté et en quoi est-ce que Jacob était ou non représentatif de cette communauté juive? Alors, d'abord, j'étais très très étonné de découvrir que c'était une communauté encore incroyablement vivante. Qui s'accroît. Et qui même s'accroît depuis quelques années. Il y a eu évidemment un très long déclin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais depuis à peu près une dizaine d'années, la démographie repart, ce qui est incroyable.
alors, à l'origine, il y avait 2 villages, maintenant il n'y en a plus qu'un, hein, le Harak et Bira, enfin, qui est maintenant un faubourg de Hounsouk, qui est le chef-lieu de Djerba. Euh, et on le voit à l'œil nu que cette communauté s'accroît aux extensions des maisons, aux symboles écrits, enfin tracés sur les murs des façades. Et, et donc j'ai été accueilli par un homme formidable qui m'a servi, qui m'a guidé vraiment pendant des 2 semaines, 2, 3 semaines dans ce quartier. Et, et alors, effectivement, quelle place avait-il? Je pense que lui était un peu différent de la plupart des jeunes de cette époque, hein, là on est vraiment dans les années 50. D'abord, il se distingue par quelque chose de très important, c'est qu'il va à l'école française à Hounsouk, alors que les enfants... c'est une communauté qui, à cette période, est encore très traditionnelle. Il y a vraiment un refus d'envoyer les enfants à l'école française, et même il y a même un refus que l'Alliance israélite crée une école à Djerba. Donc les enfants sont éduqués dans les redders à l'intérieur par les rabbins eux-mêmes. Et lui, non, lui il va à l'école française parce que son père en décide ainsi. Et déjà ça le distingue, ça le distingue même de ses amis, hein, de ses amis proches que j'ai pu retrouver en Israël. Et il va être, je pense, toute sa vie un peu à part. C'est un homme à part, je pense. Il va aussi en Israël, qu'il quitte. Est-ce que vous avez réussi à reconstituer les raisons pour lesquelles il n'est pas resté en Israël? Alors, j'ai encore essentiellement des questions à son propos, hein, plus que des réponses. Donc je ne sais pas précisément pourquoi. Mais après, j'ai recueilli des paroles de toutes les personnes que j'ai rencontrées, hein, avec souvent des explications un peu différentes. J'étais accompagné par un jeune garçon formidable qui m'a servi de traducteur, qui est lui-même, qui vient de quitter le monde haredi, et qui a été accueilli par une association qui s'appelle l'association Hillel, que je connaissais parce que j'avais enquêté sur cette association des années plus tôt, et qui, parce qu'il a quitté ce monde ultra-orthodoxe, a voulu se réfugier dans la science, mais la science dure. Donc c'est un élève très brillant. Et à chaque fois qu'on sortait d'un entretien, il me disait, mais comment tu vas faire pour rassembler tout ça? Tout ça est contradictoire, ça n'a aucun sens. Vraiment, la science, il n'y a que ça de vrai, etc. Donc je ne sais pas précisément pourquoi, mais est-ce que c'est parce il vient du monde arabe, il va être accueilli dans un pensionnat religieux. On est encore dans une société où il y a une coupure quand même assez forte entre les séfarades et les ashkénazes. Il ressent cette coupure très fortement. Il veut devenir aviateur dans l'armée, il ne va pas réussir. Il en ressent une grande amertume. Voilà. Est-ce que c'est une des raisons, ou alors est-ce qu'il y a des raisons plus secrètes? Est-ce qu'il va en Europe finalement pour accomplir une mission? Tout ça, je ne sais pas. Voilà. Alors justement, vous avez retrouvé plusieurs personnes qui l'ont connu. Est-ce que vous avez l'impression que les regards qu'il portait sur Jacob convergeaient ou divergeaient? Un mélange des deux, évidemment, mais en fait, Jacob est quelqu'un qui avait vraiment, je pense, eu plusieurs vies successives, et même, peut-être même parallèles, et que tout ça était très compartimenté. Enfin, vraiment, il est compartimenté. Et donc, et il voulait renvoyer aussi une image à ses proches, à sa famille en Israël, qui ne correspondrait peut-être pas exactement à la réalité. Et donc, effectivement, le livre explore toutes ces vies, en fait, de Jacob. À la fois ses vies vécues et ses vies rêvées. Puisque cet album, dans cet album, il
il se montre, il s'expose, mais il s'imagine. Il est parfois habillé en rocker, en prophète fou, en homme d'affaires. Enfin, donc il s'imagine d'autres vies dans cet album. Et donc je me suis accordé cette liberté-là aussi dans le livre d'imaginer les vies qu'il aurait pu avoir. Bien sûr, sans tomber dans le purement romanesque. Dans le livre, j'essaye de... C'est pour ça que je m'intéresse à chaque fois d'essayer de trouver un dispositif qui permette de raconter ce que je veux dire. Dans le livre, il y a on alterne le réel et la fiction un petit peu. Donc il y a une part évidemment de romanesque, bien sûr. Il y avait aussi plusieurs prénoms, Jacob, Jacques, Jacob, Zakin. Est-ce que c'est important de dérouler tous ces prénoms pour comprendre éventuellement la complexité de ce personnage? Il a eu pratiquement un prénom différent pour chacune de ses vies. Et il avait des prénoms, il était appelé différemment suivant ses interlocuteurs. Et cette histoire du prénom est pour moi quelque chose toujours qui m'intéresse beaucoup, parce que dans ma propre famille, ce n'est qu'une floraison de prénoms. En fait, les gens autour de moi ont eu différents noms et différents prénoms à différents moments de leur vie pour différentes raisons. Aussi pour échapper à une forme d'assignation, puisque le nom et puis à un certain moment de l'histoire, un nom peut vous être fatal. Donc, et donc cette multiplicité des prénoms de Jacob a été aussi une des raisons pour laquelle je me suis intéressé à son histoire. Oui. On retrouve un moment Jacob à Paris où il travaille pour le consistoire, pour la Hevra Kadisha, qui s'occupe de la préparation du corps des défunts et de l'inhumation. Est-ce que ça correspondait à ce que vous attendiez de ce jeune homme de 20-25 ans qui se prenait en photo? Pas du tout. C'est quelqu'un de très particulier. Il y avait plein de vie. Il y avait quelque chose de très joyeux même, quand même aussi. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui amasse, qui accumule. Et d'ailleurs, ça va être quelque chose même presque de pathologique à la fin de sa vie. Il avait le syndrome de Diogène, donc voilà. Il accumulait des objets. Et donc il s'accumule lui-même, il se collectionne. Cet album est une collection. Et il va ensuite se confronter à la mort, mais qui est la mort avant la mort, qui est la mort, ce moment très particulier, très très effrayant, entre le moment où la personne est décédée et le moment où elle est enterrée. Mais donc il va aussi accumuler tout cela, tous ces gisants, et donc il y a une forme de continuité néanmoins entre ces deux pans de son existence. Alors, ce n'est pas la première enquête que vous réalisez en tant qu'écrivain. Vous aviez déjà consacré donc 2 enquêtes à votre famille. Celle-ci est consacrée à un inconnu. Est-ce que vous êtes senti plus libre d'écrire sur sa vie? Plus libre, non, parce que c'est un inconnu qui est aussi un être réel. Et donc il y a des proches, des enfants qui sont formidables. Et donc je ne suis pas libre totalement. Donc on est toujours tenu. Je crois que c'est Carrère qui dit que quand on écrit sur le réel, les êtres sur lesquels on écrit ont un droit de regard d'une certaine manière. Donc, et c'était le cas là aussi. Donc, et d'autre part, bizarrement, enfin, je pense que ma démarche quand j'ai écrit sur ma famille, c'est aussi d'essayer d'écrire sur ce que je ne savais pas d'eux, la part d'eux-mêmes qui m'était inconnue. Ma mère, c'est vraiment... j'ai connu ma mère comme tout un chacun, mais il y a beaucoup de choses, et je pense que c'est vrai de tout le monde, qui m'échappaient, qui restaient et qui restent mystérieux sur elle. Et c'était ça que je voulais explorer.
Et donc je pense qu'on écrit toujours sur des inconnus. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Livy de Jacob, qui paraît en cette rentrée aux éditions Stock. Merci beaucoup. Merci à vous.